Bonjour à tous, nous sommes Mathilde et Océane et dans le podcast La Bulle, nous explorons l'univers fascinant de la santé, de l'entrepreneuriat, du yoga, du sport, de la maîtrise respiratoire, de la science et de la philosophie. Ces trajectoires singulières nous ont conduites à croiser des figures incroyablement passionnantes. Chaque semaine, à travers ce podcast, nous souhaitons partager ces rencontres et mettre en lumière les voix qui nous ont influencés. Plongez avec nous dans ces conversations inspirantes. Et on se retrouve pour la partie 2 des tops et des flops 2023. Pour rappel, on est début 2024 et on n'a pas beaucoup posté en décembre avec de gros projets qui nous ont pris beaucoup de temps. Malheureusement, pas de congé, mais ce sera pour bientôt, on espère. Et on a pas mal floppé là dans le dernier épisode. En tout cas, on a pas mal parlé d'échecs et des leçons qu'on pouvait en tirer. Évidemment, parce que c'est le but, et pour nous de à chaque fois en sortir plus forte, mais et éventuellement de pouvoir aider d'autres confrères ou d'autres personnes qui veulent entreprendre face à ces difficultés-là. Mais il y avait aussi quand même beaucoup de top dans cette année 2023. On a quand même emménagé dans un nouveau local où, honnêtement, si on le dit jamais, mais on peut vraiment en être trop fier. Tout de suite, on s'y est senti tellement bien. Les patients, dès le début, nous ont fait des compliments vraiment sur le côté relaxant et apaisant qu'il y avait. C'est vraiment pas évident de partir honnêtement d'un trou à rats, de construire sur des plans et de se dire qu'un jour, il y a vraiment des gens qui allaient respirer ici. Tout était stressant, quoi, de savoir où on allait pouvoir mettre le vélo, est-ce que l'autre vélo à côté ça allait aller, comment les gens allaient pouvoir circuler facilement d'un endroit à l'autre. Enfin, c'était quand même un petit challenge et honnêtement, tout de suite, tout le monde a pris ses marques. Bon, après, à nouveau, on a parlé du détachement la dernière fois. Il faut aussi parler du détachement quant au local, parce que quand tu viens de le terminer et que tu t'es tellement investi pour que ce soit tout parfait, tout beau et tout, bah oui, j'ai eu l'impression de voir mon père en moi, quoi. Tu vois, de me dire, putain, qui a posé cet haltère sur la peinture noire et qui a éclaté la peinture. Donc en fait, j'ai vite fait mon deuil que oui, avoir peint des trucs en noir, ouais, ça pète. Ok, bon, voilà. Que je retrouve aussi mon papa dans mes collègues quand je vois Marie qui a donc aussi investi dans ce cabinet, mettre des petits post-it à droite à gauche en disant ne faites pas ça, faites ça. Ça me fait trop rire parce que toute ton adolescence tu grandis en te disant bon moi je ferai pas ça, moi je serai cool toute ma vie. Non, ok, ça y est, on n'est plus du tout cool. Donc, on devient détaché, petit à petit. Clairement, moi, je suis pas encore détachée. Je passe tout le temps mon temps avec éponge magique dans la poche arrière gauche de mon jean. Et dès qu'il y a une tache sur le mur, je nettoie. Je remets des patins régulièrement sous les chaises. Et puis, c'est pareil, on essaye à la bulle d'avoir une approche la plus horizontale possible. On veut qu'il y ait aucune source de conflit dans l'équipe et aucune hiérarchie dans cette équipe, même si elle devient grande. Donc pareil, tu as vu que les salles, elles font pas tous la même taille, et que t'as des salles avec des fenêtres et d'autres non. Et on s'est dit, on va faire un planning des salles pour que tout le monde ait toutes les salles. Donc ça, c'est Océane et Marie qui se sont arraché la tête là-dessus, à se dire, ok, quel jour, qui fait quoi et où, et puis ça tourne régulièrement, etc. Et puis de prendre ses marques dans ce cabinet-là, de se dire, ok, où est-ce qu'on range ça maintenant, maintenant qu'on est plus, comment la prise en charge peut rester fluide, etc. Là, c'est quand même un petit cap, quoi. On était 6 quand on a ouvert la deuxième bulle, là on est 12. C'est plus du tout la même équipe, c'est plus du tout la même gestion. Et on se rend compte que ça y est, il y a un seuil, je dirais à partir du 8e en fait, qui fait que d'un coup, tout dépend du 8e, qui fait que d'un coup, tu sais, c'est plus la responsabilité de personne. C'est plus personne, tout se dilue, les patients se diluent entre les thérapeutes, il y a plus de saturo, il y a plus de piles, machin. Bah ouais, mais on est 12, donc quelqu'un va bien s'en sortir, tu vois. Donc il y a aussi toute cette nouvelle dynamique à prendre en compte pour que chacun soit quand même un peu responsable de ce qu'il fait. Et puis peut-être aussi, on a passé pas mal de temps, Océane à nouveau a passé pas mal de temps à faire en sorte qu'il y ait bien un référent kiné par patient, parce qu'on n'a pas envie d'avoir un patient suivi par 12 personnes. Au bout d'un moment, oui, c'est une force de voir plusieurs kinés, mais ça devient n'importe quoi si tu connais plus les prénoms des kinés qui s'occupent de toi, que eux ils t'ont vu une fois toutes les 5 semaines, ça a pas de sens. Donc maintenant il y a vraiment un référent par patient, et puis 2 autres kinés qui peuvent être en max, backup. quoi. Ils sont globalement en binôme pour chaque patient. C'est le patient référent, c'est le kiné référent qui doit gérer bilan initial, intermédiaire, la communication avec les médecins,
et qui est là pour le patient vraiment non-stop, et évidemment l'autre kiné qui fait aussi partie de l'équipe. Voilà, et dans des cas d'exception où les cas sont un peu plus lourds, où il y a besoin de plus de séances, ou dans des périodes un peu plus compliquées, ils peuvent être jusqu'à 3 kinés par patient. Mais pour nous, ça nous paraît le max pour que ce soit tous les avantages d'être en équipe sans avoir les inconvénients de monsieur machin, je l'ai pas vu pendant 3 semaines, mais c'est pas grave, je vais faire un petit peu comme d'habitude, et puis de toute façon comme ça il aura une séance, quoi. C'est vraiment pas ce qu'on veut faire ici. Nous, on veut que chaque séance ait un objectif bien précis, que chaque séance ait un sens, que les bilans soient faits régulièrement, que le patient reste motivé. De toute façon, c'est très simple, dès que le patient progresse pas suffisamment comme il devrait, ou que le patient perd en motivation, ou qu'il a envie d'annuler une séance, c'est quand même 98% du temps nous qui merdons. Donc il faut en permanence se remettre en question là-dessus. Et ça, c'est sûr que ça nécessite un travail aussi bien sur on remet l'épine dans le saturo, on recharge ça, on remet les choses au bon endroit pour que vous les trouviez plus facilement et que vous ayez pas 3 salles à faire pour à chaque fois chercher quelque chose quand vous êtes en soins. Donc c'est et puis pareil, pour ce côté duo dont tu parles, le fait que les kinés soient en duo autour d'un patient, il y a aussi cette volonté de pas non plus créer toujours les mêmes duos, parce que t'as pas envie d'avoir des équipes où il y a évidemment qu'il y a des affinités. Dans une équipe de 12, t'es pas meilleur ami avec tout le monde, tu vois, c'est normal qu'il y ait des affinités plus avec l'un qu'avec l'autre, mais l'idée c'est aussi que tout le monde travaille avec tout le monde, donc de faire en sorte que vraiment, malgré la tentative avec tu vois, t'as la tentation plutôt avec la fatigue de te dire ah bah ouais mais c'est plus facile avec un tel, j'aime bien travailler, bah ouais mais essaye de bosser avec tout le monde, ne serait-ce que parce que c'est comme ça qu'on progresse. De la même façon, créer cette dynamique sur les formations. On est tous en train de se former tout le temps. Ok, bah comment on fait en sorte que tu reviennes pas tout seul de ta formation dans ton coin, mais que t'aies cette expérience que moi je trouve hyper positive, de pouvoir être obligé de reformuler ce que tu viens d'apprendre, d'en parler avec l'équipe, de se dire d'accord, ok, je vous fais un topo sur tel et tel thème. Comme par exemple Nelson a pu nous le faire sur l'épaule, etc. Je trouve que c'est hyper intéressant et hyper riche à nouveau de pas juste se dire on est une équipe de colocataires qui bossent les uns à côté des autres dans des box. Non, enfin on est une dynamique commune avec un objectif commun et on est tous des rouages dans cette petite machine, quoi. Donc on a eu un rôle un peu plus chiant quand même cette année. Enfin l'une comme l'autre, on s'est rendu compte qu'on était devenu un peu plus pénible parce que forcément c'est à toi de laisser traîner tes oreilles et d'entendre les patients qui disent oh bah je sais pas qui c'est mon kiné, mais c'est une description physique, genre ah c'est la petite blonde, ah c'est le grand machin. Bah non, tu vois, donc c'est à toi de dire bah non, c'est pas possible que les patients connaissent pas leur kiné, c'est pas possible, donc ça veut dire qu'on se présente pas correctement. Donc d'essayer de veiller à ce que la prise en charge reste la plus fine possible et que ça se noie pas dans un phénomène de groupe. Oui, ça c'est un challenge, même ne serait-ce que sur l'agenda, quoi, tout simplement pour noter les rendez-vous à chaque fois, que le patient puisse avoir les rendez-vous aux jours et aux horaires qui sont pertinentes, mais quand même avec le bon kiné. Donc ça c'est quand même un petit on est de mieux en mieux là. Je pense qu'on a vraiment c'était pas trop mal, ça a bien merdé, on a tout récupéré, on a bossé plusieurs semaines dessus. Là, je crois qu'on est sur une bonne dynamique. C'est vraiment pas évident, mais c'est vrai que là-dessus il y a tout ça derrière, quoi. C'est-à-dire que le patient, par exemple, qui va pour une raison X ou Y annuler sa 3e séance, bah nous ça chamboule tout, parce que la 3e séance c'était un motif particulier, et puis à la 4e séance il allait rencontrer un autre kiné avec des transmissions pour faire une autre séance à thème bien spécifique. S'il loupe sa 3e, il passe direct à la 4e. Donc c'est hyper compliqué aussi pour nous de tout réorganiser, et c'est pour ça que je pense que maintenant le prochain coup de collier qu'il faudra qu'on fasse, c'est de bien communiquer avec les patients au maximum en disant à quel point il y a ce contrat où nous on met tout en place pour que ça aille le mieux, mais qu'il faut vraiment que eux aussi respectent le plus possible leur créneau de rendez-vous, leurs horaires qui changent pas sans cesse. Finalement, est-ce que vous pouvez pas me prendre à 16h parce que vraiment 14h ça va plus, et qu'il faut tout qu'on change, et que du coup le programme qu'on aura mis des semaines à organiser ne va pas. Donc ça, je pense que c'est un truc que savent vraiment tous les kinés et tous les thérapeutes qui ont besoin d'avoir l'adhésion
des patients à un soin, la façon dont est présenté le soin est aussi importante que le soin lui-même. Et du coup, on s'est rendu compte, par exemple, faut que j'arrête de dire du coup, parce que c'est vraiment le français le plus pauvre qu'il soit, mais nous sommes rendus compte que quand on reçoit un patient et qu'on lui explique pas l'intérêt du bilan, c'est quelque chose qui est aussi très mal compris et perçu. Donc on a commencé à avoir des retours de « Ah bah la première séance, on n'a rien fait, on a juste discuté ». Mais non, c'est pas possible d'entendre ça quand la première séance, c'est 1 heure de bilan avec 1 milliard de tests plus pointus quand même les uns que les autres et qui sont indispensables. Avec notamment au milieu la possibilité de faire une spiro. C'est pas dans tous les cabinets de France que tu peux, ta première séance, avoir ton volume respiratoire, ton débit respiratoire, tes petites bronches, etc. expliquées. Sans dépassement d'honoraires évidemment, donc c'est aussi des choses qui, à force de pas les présenter, se normaliser et tirer un peu le truc vers le bas. Pareil, le parcours de soins était plus donné forcément. C'est ça, il y avait déjà des exercices, il y avait déjà énormément d'éducation thérapeutique, donc c'est-à-dire que c'est une séance très riche. Mais comme peut-être dans l'imaginaire collectif, si on n'a pas eu des électrodes dans le dos ou si on s'est pas déshabillé sur une table, on a l'impression qu'on n'a pas fait de la kinésithérapie. C'est important de remettre tout ça dans le contexte et d'expliquer en effet, parce qu'après rien que la rédaction du bilan, le fait de communiquer avec le médecin et tout, ça reprend des fois jusqu'à 1 heure. Le kiné sort d'1 heure de bilan pendant, ça prend en moyenne 1 heure, allez on va dire 45 minutes, le temps de refaire la synthèse, d'écrire ce qui est ressorti du bilan, de le transmettre au prescripteur, de replanifier le bilan intermédiaire pour refaire le bilan et voir ce qui va moins bien et ce qui va mieux. Donc c'est tout un travail aussi en dehors et on peut pas en vouloir à un patient de ne pas comprendre ça et de pas le percevoir, surtout s'il a jamais fait de kinésithérapie avant. C'est souvent les patients chroniques qui ont fait de la kiné avant qui se rendent compte de ça en disant oula, on m'a jamais fait ça. Mais c'est vrai que si c'est la première non mais c'est quand même un truc qu'on a souvent, ça, de dire on m'a jamais fait de bilan, alors que on est d'accord que normalement tous les kinés font un bilan, mais peut-être tout le monde le présente pas de cette façon-là et tout le monde y consacre pas forcément non plus 1 heure, tout le monde le fait pas par écrit. Tous les kinés font des bilans, ça on est d'accord. Parce que c'est une obligation légale, pour rappel. Mais du coup, c'est toujours important de le remettre en valeur et de remettre ça comme élément central. C'est évidemment pas une première séance de papotage et de discussion. Après, 90% du temps, 80% du temps, si on veut, c'est direct. Cette séance-là, c'est l'adhésion directe au patient. À partir du moment où il a pu s'exprimer, on l'a écouté, on lui a expliqué, on a revu des choses avec lui, on a fait des tests. Généralement, le patient, il sort de là en disant « Ok, c'est bon, là, vraiment, on va m'aider, on est là pour m'aider. » On lui explique le parcours de soins. Donc, 80% du temps, c'est vraiment une séance clé pour avoir testé différents formats. Vraiment, la première impression est super importante. Et le patient, encore une fois, c'est pas juste pour qu'il nous aime bien, on s'en fout. C'est juste parce que du coup, il va se dire « Ok, là, je vais faire les efforts parce que là, j'ai un objectif, j'ai un but, quoi. Je vais pas juste faire un petit peu de ci, un petit peu de ça et puis on verra si ça progresse, quoi. » Mais en tout cas, du coup, ce qu'on en a tiré de tout ça, c'est de se dire que c'est pas parce que à 2, on crée un cabinet et un process de soins il y a 5 ans, que à 12, le process de soins va être le même. Évidemment qu'il va être amené à évoluer et on l'espère pour le meilleur. Mais il y a des fois aussi, tu te rends compte que il y a un côté dilution, il y a un côté on fait tout le temps un peu les mêmes séances, et qu'il faut sans cesse redynamiser une équipe aussi et ressouder une équipe, et que c'est pas non plus la même chose pour les nouveaux arrivants de trouver leur place dans une équipe de 8 ou de 10 personnes que d'arriver dans une équipe de 2 ou 3. Parce que il faut le temps que tu connaisses tout le monde, il faut le temps que tu aies confiance en tout le monde, que tu vois un peu les champs d'expertise des uns et des autres, etc., que tu trouves ta place. Donc c'est loin d'être évident, c'est encore une nouvelle dynamique, et je dis... Voilà, c'est pas que des réussites, On a merdé sur des prises en charge cette année, on n'a pas tout fait parfait, loin de là. Ce qui est sûr, c'est que ça nécessite une vigilance constante, et que c'est pas parce que t'essayais de faire de ton mieux il y a 2 ans que tu peux pas faire de la merde aujourd'hui, quoi. Donc on le redécouvre. Il faut sans cesse que... C'est un travail quotidien, quoi. Que tout le temps, on se dise, ok, où est-ce que ça peut pêcher à l'heure actuelle, et qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Et il y a des fois, c'est refaire ce que tu faisais il y a 2 ans. On a modifié aussi le protocole de soins, et on a cette année testé un peu du nouveau matériel et amené du nouveau matériel dans nos soins. Donc je pense que le plus majeur et ce qui a le plus servi et là où on est le plus conquis, c'est beaucoup le travail d'Océane. C'est Océ qui a amené ça. C'est ton initiative d'amener l'ECG, l'électrocardiogramme.
au cœur du bilan également, au cœur. Joli, tout à fait. Non, en fait, ça part d'un constat quand même très simple. On a des patients insuffisants respiratoires graves qui, pour la plupart, n'avaient absolument très souvent pas vu de cardiologue ou en tout cas fait un ECG il y a plus de 6 mois et qu'on va devoir mettre sur un vélo, faire des exercices. Ça nous paraissait indispensable qu'il y ait un bilan cardiaque. Donc on a commencé à travailler avec des cardiologues à qui on essayait on a vraiment la chance d'avoir une super équipe de cardiologues en tout cas autour de nous à Nice et ça se passait super bien, mais sauf que il y a des délais d'intervention hyper longs. Donc nous, quand le patient il a enfin fait la démarche, et peut-être que s'il y a des médecins prescripteurs qui nous écoutent, ils savent à quel point c'est difficile, une fois qu'on a donné une prescription à un patient, que le patient aille vraiment voir le kiné. Donc attendre le jour où le patient se déplace, a pris son rendez-vous, vient nous voir, et nous on lui dit par contre on va attendre encore 6 mois que vous ayez rendez-vous chez le cardio. C'était pas possible. Donc et puis on a eu des accidents au cabinet. Il y a eu par le passé des patients qu'on nous a envoyés pour réhabilitation respiratoire, et puis on s'est dit ok, si le pneumo nous l'envoie pour réhabilitation respiratoire, c'est que tout va bien sur le plan cardiaque, ou qu'en tout cas c'est stable, parce que le pneumo sait bien que dans la réhabilitation respiratoire il y a de l'activité physique. Et en fait on arrivait sur des pépins avec des pneumologues qui nous disaient j'étais pas forcément en lien avec le cardio. En fait, on se rend compte à nouveau, c'est toujours et encore, on fera un podcast sur l'interdisciplinarité, mais c'est pas si facile, et il y a des très bonnes raisons au fait que ce soit pas si facile, hein. C'est pas une non-initiative des cardiologues ou des pneumologues. C'est que la communication entre les professionnels de santé n'est pas favorisée. Elle est pas quantifiée, elle est pas évaluée, elle est pas valorisée. Et les gens ont suffisamment à faire, c'est-à-dire que le pneumologue à l'hôpital, il a déjà 1 milliard de trucs à gérer avec son patient et en dehors de son patient et quand il gère un service, que de se dire qu'en plus, il doit faire des staffs réguliers ils en font, mais tu peux pas le faire systématiquement. Donc on s'est retrouvés avec des patients dans des situations vraiment une galère, et avec des débats, même pas forcément des débats, des discussions avec les hôpitaux qui nous disaient, nous on ne peut pas de toute façon faire les tests à l'effort, il n'y a pas assez de machines, il n'y a pas assez de temps disponible pour ça. Et avec des cardios qui nous disaient on peut pas non plus les suivre aussi régulièrement. Donc, Océane a entendu parler. Non, alors, on s'est dit au moins un ECG, c'était quand même une valeur ajoutée énorme pour l'aide en santé des patients. Enfin, c'était quand même dans un motif de prévention. Et en effet, déjà, si le patient passait bien la case j'ai fait mon ECG est correct, c'était quand même beaucoup plus cool pour lui et pour nous de commencer la réhabilitation. Si sur l'ECG il y avait des soucis, il fallait une prise en charge adaptée à ce souci-là. Donc on a souscrit un... J'ai plus le nom exactement, je le redonnerai si ça vous intéresse. En gros, on a des ECG qui sont faits en direct, qui sont envoyés en direct à des rythmologues cardiologues, à des cardiologues qui sont spécialisés dans la lecture en permanence des ECG et qui sont analysés en direct. Donc nous, on est juste les intermédiaires, on est juste les petites machines, voilà. On pose des électrodes et on allume une machine, et c'est toujours... On a la tablette, on a les fils, on a les électrodes, on enregistre l'ECG, donc ça c'est quand même extrêmement facile, hein, un enfant de 3 ans est capable de le faire, et après on appelle le cardiologue qui analyse cette ECG-là. Évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas fait si le patient a déjà un suivi cardio, c'est quelque chose qui n'est pas fait si le patient a eu un ECG récemment. C'est uniquement dans les cas de patients qui n'ont pas vu le cardiologue. Ce qu'on leur dit, on fait le bilan, on leur dit qu'il faut absolument qu'ils prennent rendez-vous avec un cardiologue, on leur donne une liste d'une dizaine de cardiologues auxquels ils pourraient se rendre dans des délais assez corrects. Et en attendant, avant de commencer la rééducation, pour pas perdre de temps, on fait déjà un ECG. Évidemment, un ECG, ça va pas faire en sorte que le patient n'ait aucun risque absolu, mais en tout cas, si déjà il y a un problème sur l'ECG, au moins ça nous enlève pas mal de risques. Et puis pour le service médical rendu, c'est quand même exceptionnel. On a quand même énormément finalement de patients où il y avait des petits soucis, des réglages à faire, ou des gros soucis, des fibrillations auriculaires, des choses vraiment où il y a eu une intervention assez rapide après avec les cardiologues, parfois avec les urgences, où le patient a pu en plus bénéficier de ce soin cardiaque et du coup commencer sa rééducation uniquement lorsque c'était
été propice pour lui. Voilà, encore une fois, ça enlève évidemment pas tous les risques, etc. C'est encore un investissement. Il n'a jamais été sujet de se suppléer à une consultation de cardiologie. Encore une fois, vraiment, c'est pas du tout la dynamique et c'est pas ce qui se passe en pratique. C'est vraiment quand, là, à court terme, on doit faire de la réhabilitation respiratoire et on n'a pas d'indices ou d'indicateurs et de suivi récents, ça nous permet d'éviter les gros pépins qu'on a déjà eus. Pour que on ait une culture générale correcte de cardio, et encore je dis correcte, très légère, mais une culture G du sujet, OC avait fait venir en plus Sacha, que vous avez eu dans le podcast précédent, qui nous avait fait un point sur les rappels de cardio et de physio pour toute l'équipe. De toute façon, le but du jeu, en tout cas avec ça, c'était que, alors encore une fois, je vous dis, je sais pas, on va prendre sur 20 patients, il y en a peut-être 5 qui nécessitent, parce qu'ils ont pas essayé de suivi de cardio ou parce qu'ils ont fait des ECG il y a beaucoup trop longtemps. Il y a peu de patients, enfin en tout cas, allez, on va dire 5 sur 20 par exemple, qui ont besoin de ça. Et systématiquement, de toute façon, ils sont directement à la sortie de cette ECG, vus par un médecin, leur médecin traitant, orienté vers un cardiologue. Et ils ont une prise en charge. C'est juste pour introduire et leur donner plus de liens dans cette prise en charge-là, en leur montrant que c'est important. Et donc directement, ils sont redirigés vers leur médecin traitant ou leur cardiologue ou un nouveau cardiologue ou un nouveau médecin traitant s'ils en ont pas, parce que ça arrive, pour que justement ils puissent avoir une prise en charge par rapport à ça, quoi. Et on essaie de le remettre au devant de la scène pour eux, évidemment en priorité, et aussi pour sécuriser un petit peu les prises en charge, même si ça suffit pas, mais en tout cas. On a quand même eu des belles réussites grâce à. Et il s'agit évidemment pas non plus de poser un diagnostic. C'est exactement la même chose que quand on fait une spiro. Nous, on fait des spirométries au cabinet. À nouveau, volume, débit, etc. On se permet jamais de dire à quelqu'un, ah bah vous avez telle pathologie. C'est pas notre rôle et on n'est pas apte à ça. Donc en fait, ce qu'on peut faire avec ça, c'est comme, c'est du dépistage, quoi. C'est de se dire, ah bah vous avez besoin de voir un médecin. Donc ça nous permet de mieux travailler en interdisciplinarité, mais le but c'est de évidemment prendre la place de personnes. Et ça, à nouveau, c'est quelque chose que moi j'aurais pas vu venir. On s'est rendu compte que ça pouvait poser problème. Moi je me suis dit, on a déjà eu des pépins par le passé. On se rend compte que ça a sauvé des gens cette année, parce que vraiment il y a des gens pour lesquels vraiment ça leur a sauvé la vie d'être dépistés après coup, avec même des gens qui sont partis en réa, etc. C'est quelque chose qu'on ne facture pas et que nous on paye. C'est-à-dire que c'est un abonnement qu'on prend, ça coûte de l'argent à la bulle et ça n'en rapporte pas, c'est un service supplémentaire et ça nous permet de travailler en interdisciplinarité et de faire de la santé publique et des dépistages. Donc je voyais pas tellement la problématique potentielle. Mais à nouveau, je me suis rendu compte que il fallait être très vigilant avec la façon avec laquelle on pouvait parler de ça, parce qu'on pouvait vite avoir l'impression que ça y est, de nouveau, ok, elles se prennent pour des médecins, elles font des ECG, mais du coup, où s'arrête leur décret de compétence, etc. Alors, à nouveau, c'est important pour vous de le savoir, c'est légal de faire ça, vous avez tout à fait le droit de coller des électrodes sur le buste de quelqu'un et de lui mettre une machine à disposition, tant que vous avez bien un médecin au bout du fil qui, lui, analyse le CG et qui ne se permet, le suivi ne s'arrête pas à ça. C'est pas j'ai jamais vu le patient, le cardio est au bout du fil, basta. C'est le cardio au téléphone va dire il y a besoin de consulter un cardiologue à proximité ou pas. Donc c'est juste une meilleure façon de trier et d'orienter. Ce qui veut dire qu'en tout cas tous les patients à qui on a fait des ECG, ils étaient à risque et ils ont une analyse directe du cardiologue et surtout après ils ont tous 100% ont tout de suite évidemment eu et leur médecin traitant pour l'analyse de cet ECG ou leur cardiologue s'ils ont un cardiologue, ou en tout cas quoi qu'il arrive ils se sont redirigés vers un médecin traitant ou un cardiologue pour la suite de leur suivi, qui est un pépin ou qui est pas de pépin d'ailleurs évidemment, parce que c'est important. Donc c'est juste quelque chose c'était plus facile pour eux en tout cas je pense de se dire ah oui c'est vrai qu'il faut vraiment que je m'occupe de mon cœur quand ils ressortaient avec un ECG et qu'ils pouvaient prendre rendez-vous avec leur médecin généraliste ou leur cardiologue en disant j'ai fait un ECG, est-ce qu'on peut en parler, apparemment il y a rien d'urgent mais il faudrait quand même que j'ai un suivi là-dessus. Donc on a modifié de nouveau les bilans avec ça. Donc Océane a modifié les bilans Cobu qu'on avait pour rajouter un onglet cardio avec les bonnes questions qu'il fallait poser, etc. Donc pareil, chaque année on améliore un peu notre bilan en se disant ok on s'intéressait pas assez au sommeil, on s'intéressait pas assez à l'alimentation, on s'intéressait pas assez au cardio, donc on essaye d'être
les plus complets possibles, pas pour dire que nous on va tout soigner, mais pour dire qu'ensuite on va pouvoir orienter au mieux les patients. Donc ça c'était pour la partie vraiment en interne. Après on a aussi en 2023 été pas mal en lien avec d'autres structures, donc on a rejoint ce qu'on appelle une CPTS. Alors je ne saurais plus vous dire si c'est une collectivité ou une communauté, mais c'est professionnel territorial de santé, ça veut dire que c'est c'est un sigle administratif en fait, pour dire que si vous exercez de votre côté dans une rue où vous êtes que kiné par exemple ou que infirmière, eh bien vous pouvez vous mettre dans une CPTS qui va vous relier au psychologue qui est à 2 rues plus loin, au médecin généraliste qui est à 3 rues plus loin, à la nutritionniste qui est à 5 rues plus loin, à l'orthophoniste, etc. Et du coup travailler plus en interdisciplinarité sous cette CPTS qui du coup est en général gérée par un médecin, me semble-t-il, là c'est le cas. Donc nous on a rejoint la CPTS Nice-Est qui organise donc des réunions entre différents professionnels de santé pour partager par exemple des cas complexes où un professionnel va venir expliquer le cas ou le patient avec lequel il a été en difficulté ces derniers temps et réfléchir ensemble à des solutions thérapeutiques qu'on pourrait proposer, mais aussi c'est le financement par l'ARS de différents projets professionnels. Donc là, il planchait cette CPTS sur le dépistage de la BPCO, comment mieux dépister la bronchopneumopathie chronique obstructive, la maladie entre autres des fumeurs, pas uniquement des fumeurs, mais à 85% des fumeurs, le plus tôt possible pour arrêter de traiter les gens une fois qu'ils sont sous oxygène ou déjà avec des poumons très délabrés, mais d'être plus dans un rôle de prévention secondaire, de pouvoir annoncer plutôt la pathologie, faire de l'éducation thérapeutique et surtout faire du sevrage tabagique, donc avec Marie qui n'est plus à présenter, qui a son DU d'éductologie, et bien de faire un projet concret qui nous mettent en lien avec d'autres professionnels de santé, à nouveau ne pas travailler isolés, pour concrètement pouvoir mettre en place ce type de projet. Donc pour le moment on vous fera un débrief, j'espère, vous avez bien compris qu'on vous fait des débriefs les plus objectifs possibles. On vous fera un débrief en 2024, 25, de ce que ça aura donné. Pour le moment, on s'est réunis. C'est, je pense, une belle opportunité, une belle enveloppe. On a écrit un projet sur la prise en charge de la prévention et le dépistage, dans l'aide au sevrage tabagique, donc la prévention vraiment primaire, et puis si jamais il y avait des soucis, comment on gérait le plus tôt possible les prémices d'une BPCO pour éviter qu'elle s'aggrave. Alors quand je préfère le préciser, quand je dis belle enveloppe, ça veut pas dire qu'on est payé pour ça, évidemment, on ne l'est pas, c'est toujours du travail en plus et gratuit, mais ça on s'en formalise plus, puisque c'est notre quotidien depuis 10 ans. Mais belle enveloppe au sens où j'ai l'impression que la CPTS, ça offre un contenant facilitateur pour un contenu qui peut rester complètement à créer, quoi. Mais c'est... Voilà, au moins on nous offre la possibilité d'avoir un plateau, du temps et des gens motivants pour pouvoir créer des projets entre nous et à nouveau ne pas penser que parce qu'on bosse en libéral, on bosse de façon isolée. Donc on rejoint la CPTS, on verra bien ce que ça donne. Pour le moment, sur le papier, ça nous semble hyper pertinent. On a pu aussi continuer à travailler avec la Blue Neri Academy. Vous avez eu le podcast avec Guillaume Neri, mais donc j'avais eu l'occasion cette année d'aller donner une conférence avec lui à Villefranche, à la citadelle de Villefranche. Il y avait une partie de la bulle et il y avait aussi qui était venu, et franchement c'était vraiment chouette. Et puis comme d'habitude, ça nous fait progresser, parce qu'à chaque fois qu'on doit donner une conférence, on essaye toujours de le faire sur un thème qu'on n'a pas abordé jusque-là. Enfin moi c'est toujours ce que j'essaye de faire. C'est pour ça que là, dans un congrès, il n'y a pas très longtemps, on m'a proposé de parler de mucoviscidose et de sport, et j'ai décliné l'invitation parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est traité et retraité et qui va pas nous faire avancer ou nous remettre un peu en danger. Là, moi, j'aimais bien la conférence avec Guillaume Neri, parce que parler des pouvoirs du souffle et de l'apnée et d'aller plus loin sur qu'est-ce que c'est vraiment que la cohérence cardiaque, qu'est-ce que c'est vraiment l'impact du souffle sur le système nerveux, etc. Moi, ça m'a vraiment permis d'apprendre beaucoup de choses en bossant cette conférence. Donc l'idée quand on fait une conférence, nous, c'est vraiment pas de venir et de se dire on raconte ce qu'on sait déjà. C'est vraiment de bûcher sur un sujet qu'on connaît pas encore parfaitement et d'essayer de l'appréhender le mieux possible. C'était trop intéressant de pouvoir
échanger avec lui et d'avoir son retour et puis les images incroyables que vous connaissez. Donc voilà, ça c'était chouette. On a continué à emmener des groupes de patients faire de l'apnée. En général, par 5 ou 6, on emmène des stagiaires également pour des initiations à l'apnée avec la Bloonery. Donc ça c'était chouette. Océane, elle a fait un événement avec le lab. On continue depuis l'ouverture de la bulle. On a collaboré avec le Live Cycling, une salle de sport à Nice. Qui est une salle de sport vraiment où pareil l'expérience client et l'expertise étaient vraiment de mise. On a directement pu emmener, ils nous ont vraiment accueillis le mieux possible pour qu'on puisse emmener dès l'ouverture de la bulle des patients en pré-greffe ou alors des patients qui étaient déjà hyper en forme pour faire du renforcement. Donc c'est une salle de sport qui est un peu plus spécialisée sur l'indoor cycling. Donc ça, moi, ça fait partie des choses dans lesquelles je m'éclate bien et on a continué à accueillir quelques patients dans cette salle-là et surtout on a pu commencer à mettre en place un événement en tout cas qui a été hyper intéressant et hyper bien accueilli sur le souffle et l'effort, la pratique sportive et le pranayama. Donc on a pu faire et du pranayama et de la haute intensité en vélo et une espèce de petite conférence où on a fait des questions-réponses sur justement le souffle et le sport, comment l'optimiser, comment ça marchait, etc. Donc ça a été super et ça sera quelque chose qui va être refait là au cours du premier trimestre 2024. Et j'aurai de temps en temps l'occasion d'aller donner des petits cours de vélo, le vélo bulle du coup. Ni le vélo nul, ni le vélo bulle, mais le vélo bulle. Donc ça sera cool et ouais, non, j'espère que ça va continuer parce que c'est vraiment une autre façon d'aborder le souffle, de se mettre comme ça dans des états un petit peu plus poussés. Et puis, on a aussi testé des nouvelles technologies, du nouveau matériel. Donc, comme d'habitude, ça, nous, on est très curieux de ça, absolument pas blasés en se disant qu'on a tout vu, loin de là. Donc là, on avait été contacté par une société qui s'appelle Oxalife, qui commercialise, je crois que c'est déjà à l'étape commerciale, des espèces, ça se présente un peu comme une ceinture polar, avec un petit capteur que vous mettez au niveau de l'appendice xiphoïde, n'est-ce pas, du sternum, et qui vient, entre autres, mesurer votre amplitude respiratoire, votre variabilité cardiaque, votre rythme cardiaque, votre fréquence respiratoire. En gros, il n'y a rien de trépidant dit comme ça, parce que vous pourriez me dire, mais Mathilde, toutes les Apple Watch font ça depuis longtemps. Oui, mais pas avec le rythme respiratoire. En fait, les données cardiaques, on sait qu'on peut les avoir aisément, mais quelque chose qui lie spécifiquement le souffle au stress, on l'avait pas. On n'a pas encore d'avis sur le sujet, on l'a pas encore suffisamment testé, on nous a juste présenté le matériel et nous, il faut qu'on l'utilise bien plus que ce qu'on a fait là, mais on nous l'a présenté tardivement dans l'année et on vous racontera, mais voilà, vous avez bien compris que notre quotidien est copieux, donc voilà, il faut qu'on l'utilise, ça peut s'utiliser au cours d'une journée, ça se met sur une application sur le téléphone. Moi j'ai vraiment envie de voir si ce qui est prétendu sur les exercices respiratoires et des claims de certains breathwork, n'est-ce pas, sur le système nerveux est valide, et si c'est valide, sur combien de temps, et est-ce qu'il y a une grosse variabilité entre les individus. Donc voilà, on va se mettre, nous, déjà, comme d'habitude, c'est les kinés qui testent en premier, à les porter, à faire nos petits examens sur nous, à voir ce qui se passe pendant les apnées. On a déjà un peu vu écossais, on a fait 3-4 tests, mais rien encore qui nous permettent de nous prononcer sur le sujet. Donc vraiment, j'ai aucun avis, mais j'ai pas mal de curiosité sur cette donnée-là. Et puis on a aussi Pulmo One qui est venu nous voir. Tu voulais dire un truc sur Non, je voulais dire que en plus on va l'emmener là au DU. On a encore une semaine de DU de méditation et du coup ça sera intéressant de l'emmener aussi pendant les séances de méditation et de le faire tester. Yes. Donc on a aussi testé Pulmo One. Donc ça pour le coup je trouve que c'est révolutionnaire. C'est un appareil qui peut se poser sur une table. Donc on va pas dire que c'est léger, on va dire que c'est voilà, ça tient pas dans la poche, mais c'est quand même pas une cabine. Ouais, c'est comme un concentrateur d'oxygène, quoi. C'est pas c'est la même taille qu'un concentrateur d'O2 et ça vous fait une plétismo, c'est-à-dire que vous avez
pas seulement accès à une spiro, vous avez accès à votre volume résiduel comme si vous étiez dans une cabine. Donc technologie incroyable et pour tous les kinés-respi qui nous écoutent, je sais bien à quel point c'est frustrant de ne pas avoir accès à ce VR qui des fois ne passionne pas les pneumologues mais qui passionne vraiment les kinés, qui ont toujours tendance à aller beaucoup plus le regarder. Parfois plus que le volume expiratoire maximal seconde, le volume résiduel, c'est vraiment une donnée intéressante pour savoir à quel point le patient est distendu. On avait déjà travaillé sur ce sujet-là en mesurant la capacité inspiratoire, etc. Mais c'était pas aussi fiable. Donc le Pulmo One, on va l'avoir en test à partir de janvier, là. Et j'espère qu'on va pouvoir tester nos patients et voir un peu l'impact des soins sur leur volume résiduel et savoir combien de temps ça tient. Puisque on avait fait une rétrospective pour le mémoire de Michel sur le sujet, on avait vu qu'en moyenne, le volume résiduel de nos patients baissait de 20%, ce qui est franchement beaucoup. Et j'aimerais bien voir si ça se concrétise avec ça. Est-ce que c'est toute pathologie confondue bref, voilà. Donc Pulmo One a continué d'expérimenter, de tester, en espérant peut-être même publier sur ce sujet-là, on verra. À propos de publication, on a continué à gérer la partie cardio-respiratoire de kiné scientifique, donc ça je m'en occupe tous les mois presque, de trouver des auteurs et des sujets intéressants pour ce magazine. Donc ça franchement c'est beaucoup de travail, mais c'est vraiment chouette. Je suis vraiment contente de pouvoir partager du savoir avec une large partie quand même de la profession, parce que c'est très lu, kiné scientifique, donc évidemment c'est pas indexé, blablabla, moi c'est pas j'avoue que voilà, mon life goal, mon but de mon existence, ça va pas être d'avoir forcément beaucoup de revues indexées à mon actif. Étant libérale, ça me paraît vraiment compliqué, mais de pouvoir partager sur tout format comme ça, parce que c'est assez ouvert, dans le kiné scientifique, je trouve que c'est vraiment une richesse. Évidemment, comme toujours, on n'a pas choisi de faire de kiné scientifique notre tribune à nous. C'est pas tout le temps nous qui écrivons dedans. On essaye de faire écrire un maximum de confrères et de consoeurs qui ont des choses passionnantes à dire sur la cardio ou la respi. Et du coup, j'en profite pour passer aussi un appel, c'est-à-dire que si vous vous dites tiens, mon mémoire ou mon mémoire de DU ou même une lettre ouverte ou peu importe quel que soit le sujet que vous avez envie de traiter, n'hésitez pas à nous contacter parce que il y a beaucoup d'épisodes de kiné scientifique, beaucoup de publications dans l'année. Et c'est vraiment chouette, ne serait-ce que parce que vous avez des retours ensuite de confrères et de consoeurs qui les ont lus, qui sont d'accord ou pas d'accord avec vous, mais qui ça va animer un débat, des interrogations, des échanges. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment riche. Et aussi de pouvoir mettre en lumière les étudiants qu'on a pu encadrer. Donc là, on a eu Paul, où on l'avait aidé pour son mémoire. Pour le coup, on dirigeait pas son mémoire, mais on l'avait aidé sur les inhalateurs et l'éducation thérapeutique sur les différents médicaments et thérapies inhalées qui a été publié. Et il y a aussi le mémoire de Camille, que cette fois-ci on avait encadré sur la rhéologie du mucus et les différentes machines d'aérosol thérapie. Donc ce mémoire-là, franchement, je suis assez contente d'avoir pu mener ça à bien. C'était chouette, ça. C'était aussi en 2023 qu'on l'a fait et qu'on a pris toutes les données, parce que c'était pendant son clinica. Donc elle a récolté beaucoup de mucus, qu'elle a mis dans un rhéomètre qu'on nous avait prêté, qui d'habitude est une machine qui est quand même utilisée plus pour faire de la recherche fondamentale que dans un cabinet libéral. Enfin, ça faisait un peu marrer tout le monde de mettre ça dans un CAD. Et finalement, on s'est rendu compte que les données avaient été très bien relevées. Camille a fait un taf assez incroyable. Et on a pu montrer qu'il y avait une machine d'aérosol qui avait une meilleure tolérance qu'une autre, qu'il n'y avait pas de différence significative sur le mucus. Enfin, bref, de faire vraiment de la recherche en libéral, ça franchement, c'était une vraie satisfaction. Ouais, l'effet de l'activité physique sur la rhéologie du mucus et tout, c'était des choses... Ouais, il y a des données préalables qui montrent que quel que soit le sport, ça marche très bien pour fluidifier les sécrétions, mais que, a priori, le sport avec à-coups, avec répercussions comme la course à pied marcherait beaucoup mieux que le vélo. Donc voilà, c'est des données encore... on peut pas se permettre d'être 100% sûr, mais de toute façon c'est rarement le cas. Mais voilà, ça semble indiquer ça. C'était hyper intéressant, on a appris plein de trucs en faisant ça. Camille a fait un taf exceptionnel. Et ça a été du coup l'objet d'une publication dans Kiné Scientifique. Et puis aussi, j'avais accompagné Camille pour qu'elle puisse présenter son mémoire et ces données-là aux journées de recherche de Kiné Respi à Cochin.
qu'elle a fait avec vraiment brio. Bon, ça nous a permis de nous rendre compte qu'une des boîtes du coup avec lesquelles donc on n'était pas financé pour faire cette étude et évidemment on n'est pas payé pour faire ça. On ne reçoit pas d'argent à aucun moment. Mais voilà, tu te dis bon je fais une étude, je monte le protocole, je l'écris, blablabla. Je réunis les patients, je mets le cabinet à disposition, enfin tu fais le taf. Et en fait on s'est rendu compte qu'une des machines, un des appareils qui avait été utilisé mettait sur son stand l'étude et les résultats, mais sans citer du tout les auteurs. Enfin, sans citer la bulle, sans citer quoi que ce soit, en disant oui, voilà, il y a une étude qui a été faite, et très rapidement, le mémoire de Camille était cité en bibliographie. Donc bon, ça a eu l'air de les surprendre que je trouve ça moyen, mais voilà, encore une fois, Dieu merci la philo, Dieu merci le fait d'avoir travaillé un peu sur le thème de la reconnaissance et de te dire que de toute façon tu t'en fous, c'est pas grave. Enfin, vraiment, tout ça, c'est pas dramatique. Mais à nouveau, petite leçon de l'année, c'est pas parce que t'écris une étude qu'on va te citer quand on parle de ton étude. Bon, d'accord. Peu importe, en tout cas ça a été fait et c'était plaisant pour nous de le faire. Pareil, quand ça a été publié dans Kiné Scientifique, ils ont mis études sous la direction de Kevin Le Gult, parce que Kevin nous a aidé à faire la partie statistique, etc. Mais c'est aussi marrant de voir que dès qu'un médecin te donne un coup de main pour une étude, on imagine que c'est lui qui a supervisé toute l'étude, alors que non, pas forcément, mais à nouveau, c'est pas grave. C'est pas un vrai souci, on est content de l'avoir fait, on est surtout fiers du travail que Camille a fourni, parce qu'à 98%, c'est elle. Donc voilà, ça nous a permis d'aller au JRCR, c'était comme d'habitude hyper intéressant si vous savez pas quoi faire. Comme congrès dans l'année, la journée de recherche de kiné-respi à Cochin, c'est vraiment chouette, c'est les étudiants qui viennent présenter leurs travaux de France, de Belgique, de Suisse, enfin tous francophones. En ce qui concerne la kinésithérapie respiratoire, c'est à Paris, c'est hyper intéressant. Il y a toujours des gens dans le public passionnants et franchement des travaux d'une très bonne qualité, parfois plus innovants et plus passionnants que ce qui peut être fait dans des congrès de plus grande envergure, quoi. Et puis avec plus de temps pour échanger avec chacun. Vraiment, c'est un bon congrès, je vous le conseille, et il a lieu tous les ans. On s'est aussi rendu aux Journées françaises de la kiné, donc ça j'y étais allée pour donner une conférence sur le syndrome d'hyperventilation et le Covid long. Écoute, voilà, rien de particulier à dire, ça s'était globalement bien passé. On pourra en reparler de ça, je pense qu'on fera un épisode sur le sujet, parce qu'il y a eu pas mal de débats sur les éventuels malaises post-effort, etc. Mais on reviendra dessus. On a fait les JFK, j'étais toute seule. Mais on a fait en équipe le congrès de pneumologie de la langue française. Ça, c'était vraiment trop cool. Aussi, elle s'est occupée de tout l'organisationnel. Mais non, mais c'était trop bien, parce qu'elle nous a mis dans... Enfin, franchement, on était bien. C'est quand c'est aussi qui choisit les restos et l'endroit où tu vas, tu sais que tu vas être bien et que ça va être chouette. Et toute l'équipe était venue, je crois qu'on était tous là. Oui, et ça fait partie des trucs qui fédèrent... Oui, qui fédèrent la bulle, quoi. Enfin, c'est cool de le faire. Toujours pareil, quoi. On se dit qu'on peut pas imaginer de pas y aller, parce que il y a toujours... Enfin, moi, là, cette année, on peut pas y aller parce que ça tombe en plein dans notre deuxième semaine de DU, mais à chaque fois qu'on y va pas, j'ai l'impression, enfin, ça m'est pas arrivé depuis que j'ai commencé à travailler de louper un CPLF, mais j'ai l'impression qu'on va manquer quelque chose, et quand on y est, on dit bon oui, comme d'habitude, etc. Je pense que c'est un endroit où c'est important d'y être, ne serait-ce que pour les rencontres qu'on fait à chaque fois sur les stands, de revoir les gens avec qui on travaille à distance, de les revoir en vrai, échanger avec les confrères. Chaque année, on est agréablement surpris de voir qu'il y a de plus en plus de kinés qui s'intéressent à la kiné respiratoire, qui sont là, qui s'inscrivent. Ça nous permet d'échanger, donc c'est vraiment c'est quand même toujours sympa. Donc, mais toujours un gap immense entre le moment où t'es dans le CPLF et où tout le monde te dit il faut encourager les rééducateurs, il faut encourager la réhabilitation, c'est terrible, il en manque sur le territoire, la réhabilitation est grade A, il n'y a plus besoin d'en parler, ça fait 20 ans qu'on est au courant, etc. Et le réel, bon bah oui, t'as toujours... Enfin, moi j'ai un syndrome post-CPLF, quoi. T'es dans le congrès, tout le monde te dit que c'est formidable, il faut continuer, et tu reviens au réel, et donc à l'épisode précédent, et tu te dis que, ok, il y a encore vraiment du boulot, donc d'où l'intérêt de se réunir entre passionnés régulièrement,
Surtout que le CPLF, il y a le GTK à l'intérieur, il y a le groupe de travail en kinésithérapie dont on fait partie et dont je m'occupe pour la partie communication avec Nicolas Audag. Et voilà, de nouveau, t'as un groupe de passionnés qui a envie de bien faire, qui a envie de publier. Notamment, ils ont organisé une multicentrique sur le syndrome d'hyperventilation, qui a montré des résultats vraiment très très cool pour l'efficacité de la kiné et qui, hélas, je crois, ne va pas être publié dans l'immédiat, en tout cas pas là où on pensait que ce serait publié. Et la Bulle avait été un des centres impliqués, donc pareil, hâte de vous raconter tous ces résultats-là, mais c'est vraiment intéressant. Et on avait fait aussi à l'initiative du GTK un article sur la modalité de prescription en kinésithérapie respiratoire qui devait être publié dans les revues des maladies respiratoires. C'était en 2022. Ça n'a pas été publié en 2023. Je crois qu'on l'a écrit, je pense qu'on l'avait rendu en mars 2022. Ça a été modifié, remodifié pour finir sur quelque chose de assez différent de ce qu'on avait fait initialement, et toujours pas publié. Donc je pense que ça va quand même finir par être publié, sauf que depuis il y a presque eu 2 avenants, donc des modalités de prescription qui ont complètement changé. En fait, on devait écrire comment la kinésithérapie respiratoire de ville devait être prescrite et pourquoi elle devait être prescrite. Et effectivement, entre ce qu'on avait écrit, c'est-à-dire quelque chose qui essayait aussi de faire avancer ce train, donc de se dire d'accord, voilà comment c'est fait et voilà vers quoi on pourrait tendre. On avait été relu beaucoup de fois avec beaucoup de remarques qui disaient non, peut-être être un peu moins politique et s'en tenir à ce qui est fait à l'heure actuelle. Donc finalement, le rendu était assez neutre. Nous, on avait l'impression de redire que le feu brûle et que l'eau mouille. Donc on n'était plus si fiers de ce qui devait être publié. Et de toute façon, on a tellement... En fait, à nouveau, bon bref, on va toujours dire qu'on fait que râler, mais ils te mettent... Quand tu veux publier, on te met une deadline très courte. Souvent. Nous, en tout cas, c'est ce qui nous est souvent arrivé en nous disant, bon les filles, il faut que votre travail soit rendu pour mars. Alors t'y passes tes soirées, et puis tes week-ends, et puis t'écris, et puis tu relis, et puis tu le fais, parce qu'on l'a pas fait seul, cet article, on le fait avec d'autres kinésithérapeutes ailleurs en France, avec qui c'est hyper intéressant d'échanger aussi, parce que tu vois, t'as pas forcément les mêmes points de vue, les mêmes vécus, tout le monde travaillait pas en libéral d'ailleurs à ce moment-là. Donc c'était très chouette de l'écrire, c'est juste qu'effectivement t'es un peu déçu après de te dire ok, en fait il a été relu 6 mois plus tard, et puis relu 6 mois plus tard, et puis en fait le moment où on te dit ça y est, il peut être publié, il est obsolète, parce que entre-temps, hélas, les recommandations de bonne pratique et heureusement à la fois, et la façon dont les choses sont prescrites, ça évolue, donc le 8.3 est devenu un 8.5, blablabla, l'article n'est plus à jour. Donc c'est un peu dommage, à la fois, voilà, c'est péché par excès, tu veux qu'il y ait un peer review, tu veux qu'il y ait une relecture par des pairs, et à la fois, ça prend tellement de temps et c'est un process tellement laborieux que ça désactualise les données. Donc, voilà, disons ce sera peut-être... Je sais même pas si ça va être publié ou pas, parce qu'on était censé le valider et je crois même pas l'avoir fait. Je sais pas, mais c'est vrai que sur un quelque chose d'aussi... qui peut assez vite bouger, parce que il suffit d'un avenant chaque année, même plusieurs fois dans l'année, une NGAP qui change... des nouvelles recommandations, des nouvelles... il y a des choses qu'on peut prescrire maintenant qu'on pouvait pas prescrire, etc. Donc voilà, pour ce type de sujet, c'est pas évident qu'il y ait un aussi grand délai. Et donc en effet, je pense que même s'il est publié, il sera plus vraiment au bout du jour. Donc c'est un peu dommage, mais... surtout parce qu'on y a passé pas mal de temps. Mais bon, voilà, peu importe. En tout cas, on essaye toujours de faire un peu partie de ce qui peut aider au-delà de la bulle, quoi, de se dire ok, si ça peut si cet article peut faire avancer quoi que ce soit pour un kiné ailleurs, ça aurait été cool, mais bon, c'est pas la tournure que ça prend. Sinon, en 2023, on a accueilli non-stop, quasiment non-stop, des étudiants, comme toujours, parce que c'est ce qu'on aime faire initialement. On s'est un peu rendu compte, je me suis rendu compte sur cette fin d'année que peut-être que c'était beaucoup, que finalement c'est pas parce que de base c'était ma passion à moi de transmettre à des étudiants et qu'Océ également, et que d'autres dans l'équipe également, que c'est la passion de tout le monde et qu'il y a un phénomène d'usure que je comprends complètement, d'avoir l'impression de sans cesse répéter les mêmes choses, de recommencer tout le temps à zéro avec des nouveaux groupes de stagiaires. Donc on va un peu se calmer là-dessus, on va accueillir
moins de stagiaires, on a déjà commencé à en accueillir beaucoup moins, pour pouvoir transmettre, mais tranquille, sans user l'équipe et sans fatiguer à l'excès, quoi, sans lasser en fait. Parce qu'on se rend compte qu'à nouveau, c'est pas parce que t'as accueilli très bien des stagiaires il y a 2 ans que tu réussis systématiquement, et là il y a des gens qu'on a accueillis qu'on a loupés, parce qu'on pensait qu'ils savaient ça, mais on leur avait pas dit, et puis enfin voilà, de toujours garder un protocole et une méthode de stage intelligente, en ayant toujours le temps de poser les objectifs de début de stage, en ayant toujours le temps de faire les topos, parce que quand on est en stage à la Bulle, on a énormément de topos, de moments où les kinés s'arrêtent de travailler, prennent 1 heure, 2 heures, 3 heures pour vous expliquer, vous faire des cours sur un sujet ou un autre, parce que la kinésithérapie respiratoire, pour la comprendre, il faut donner des cours qui sont pas donnés dans les écoles de kinésithérapie, forcément, et donc ça demande un investissement important de la part des kinés. Donc bon, on va se calmer un peu de ce côté-là, mais là on a fait beaucoup ça cette année. On a aussi donné des cours dans les écoles, mais à nouveau, ça c'est une histoire qui s'arrête, avec une histoire récente de l'arrêt dans une des dernières écoles dans lesquelles on donnait des cours. Je donnais des cours. Avec Victor, j'emmenais le patient dont vous avez eu le podcast, patient expert qui a passé son DU de patient expert, qui venait témoigner de sa pathologie et de son vécu, et pour que sous les mains et en pratique, les étudiants puissent avoir un vrai thorax, etc., avec des cours donnés sur la respiration, sur des techniques de pranayama, sur des techniques de drainage, sur des... Enfin voilà, des choses que moi j'avais pas eu à l'école dans mes études initiales. Et à nouveau, petite leçon de l'année sur toujours pareil, ne pas attendre ni de reconnaissance, ni de retour, ni quoi que ce soit, c'est pas grave. Une école qui du jour au lendemain nous a dit non, finalement on n'a plus besoin, vous donnez plus cours. Ok. Et alors d'une façon qui était assez costaud quand même, en nous envoyant en copie, en mail, des retours d'étudiants, parce que évidemment que quand tu donnes des cours, comme partout, personne ne fait l'unanimité, donc je trouve que c'est important aussi d'en parler. Bien sûr qu'il y a des fois où on essaye de transmettre un message et que le message ne passe pas, ou que tu fais une impression que tu pensais pas que t'allais faire, et c'est plutôt chouette de pouvoir le lire parce que ça te permet de te remettre en question, et on va pas nier que c'est pas abouti pour le moment et qu'on peut toujours faire mieux, quoi. Donc ça c'était très bien, c'est juste que t'envoyais on n'a plus besoin de vos services avec les 3-4 étudiants qui te font des réflexions assez vives, y compris sur le patient que t'emmènes avec toi, en te disant oui, voilà, l'écouter parler de sa vie. Ouah, sur le coup c'était un peu dur, mais bon écoute, voilà, c'est comme ça, donc on donne plus cours, et cette même école nous a retiré de leur terrain de stage. Alors ça c'était un peu plus emmerdant, donc on a essayé de savoir pourquoi, parce que quand même on voulait pas... faire faux bond aux étudiants avec lesquels on était déjà impliqués, enfin avec lesquels on avait déjà signé des conventions. Et en fait ça a été à nouveau très obscur. On nous a dit il y a une commission ICOJ dans laquelle vous allez passer avec l'ARS, et puis on vous dira si vous êtes toujours terrain de stage ou pas, mais là on peut rien vous dire. Donc on a essayé d'avoir un peu plus d'informations, mais on nous en a pas donné jusqu'au bout, hein. On a envoyé des mails, on a appelé, mais on nous a jamais dit pourquoi on n'était plus terrain de stage. Et j'avoue que on a d'autres priorités, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas très grave. Nous, on avait l'impression d'être terrain de stage pour offrir une chance à des étudiants, d'avoir ce genre de terrain de stage, d'aller faire de l'apnée, d'aller apprendre dans un centre qui fait que de la respi, parce qu'il y en a pas tant que ça en France. Bon, c'est pas dramatique, on s'en est remis aisément. Mais de nouveau, processus administratif pas tout à fait centré sur l'humain. Et pas du tout à fait centré sur le dialogue. On n'a pu dialoguer avec personne. On nous a juste dit, voilà, vous n'êtes plus terrain de stage. Pourquoi ? On peut pas vous le dire. Ok, bon. Ouais, toujours encore beaucoup de nébuleuses, d'agressivité, et peut-être parfois des procès personnels plutôt que... Enfin, on sépare pas, en fait, les affinités personnelles avec le projet pédagogique ou avec le projet professionnel. Enfin, bref. Encore une fois, nous, on avance et ça nous permet de relâcher quelques singes et de récupérer d'autres missions. Donc, ça va très bien. C'est toujours pareil. Il n'y a pas besoin que ce soit aussi violent à chaque fois et aussi dur. Mais bon, maintenant,
rodé. Ça va, hein. Ouais, on est à nouveau, encore une fois, la force de l'équipe. Parce que solo, ça m'aurait vraiment fait mal. Je pense de base, c'était un truc auquel je tenais. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'enseignants qui vont dans les écoles qui ne le font pas parce qu'ils y tiennent et parce qu'ils aiment ça. Tellement, de toute façon, tu n'es pas rémunéré pour le faire. Donc, c'est du temps que tu donnes, clairement. Enfin, évidemment que tu es rémunéré, mais encore moins que quand tu es au cabinet. Donc, bon, voilà, passons, c'est pas grand-chose, tout va bien de notre côté, mais voilà. Donc, plus de lieu de stage et plus de cours dans cet endroit-là. Et puis, sinon, on a continué aussi, nous, de notre côté, à être étudiants. Moi, j'ai toujours donc poursuivi. J'avais fait il y a 2 ans un M1 de philosophie, puis un M2 de philosophie et d'éthique médicale. Et là, ils me demandaient de refaire donc encore une année, qui s'appelle un M2 humanité médicale. Donc chaque année, tu fais un mémoire sur le sujet. Donc c'est des gros morceaux. Hein. Pour le coup, c'est des grosses études. Enfin, je trouve que pas des grosses études d'un point de vue. Regardez, je fais un truc de dingue, mais d'un point de vue, ça demande énormément de travail. Ça me demande vraiment beaucoup de taf que de faire chaque année des mémoires de philo. Donc cette année, c'était sur la spiritualité et la santé spirituelle, et je me suis rendu compte en le faisant, parce que c'est une année préparatoire à la thèse, que pareil, il y a toute une sociologie de l'université que j'avais pas en tête. Donc j'ai découvert que en fait on peut pas avoir autant de thésards qu'on veut quand on est professeur d'université. On est limité à un certain nombre. Donc moi du coup j'ai eu là un mail de mon professeur qui me disait bah ok, ton M2 en tant que tel, le M2H est validé, mais je peux pas te le valider officiellement parce que je peux pas te prendre en thèse dès cette année parce que j'ai déjà 8 personnes. Éventuellement je pourrais en septembre. Donc voilà, continue à avancer sur ton sujet, continue à le bosser comme si c'était la première année de thèse, et en septembre, quand mes étudiants seront déjà passés, je pourrai officiellement te prendre en thèse. Donc là je continuerai sur 3 ans. Donc voilà, à nouveau, pour vous dire que tout n'est pas rose, et pour pas que vous vous disiez ah là là, moi j'avance pas, et à la bulle ils font 1 milliard de trucs. Ben non, à la bulle ils se prennent aussi des revers de la médaille tout le temps. Donc c'était pas non plus la meilleure nouvelle de mon année d'apprendre que c'était pas validé en tant que tel. Bon, ma foi, pas dramatique, on va continuer à bosser là-dessus. Là je suis un peu dans le moment où j'ai du mal à rouvrir je suis pas du tout prête à rouvrir ce truc sur lequel j'ai un peu écrit le dossier avec mon sang, quoi. Mais je sais qu'une fois que je serai dedans, ce sera de nouveau un plaisir. Donc voilà, on verra bien. Et puis on a commencé toutes les deux un DU de médecine, neurosciences et méditation à l'université de Strasbourg, qu'on a commencé en décembre. On finit, on a encore une semaine sur place en janvier, la fin janvier, où on remonte toutes les deux en Alsace pour finir ça. Donc on aura l'occasion d'en reparler, de débriefer, de voir ce qu'on en ressort pour notre pratique, ce qu'on y attendait, ce qu'on y a eu, ce qu'on a reçu. Ça y est, on a trop parlé, je crois. Et non, bon, écoutez, en tout cas, c'est en cours et il y aura un débrief là-dessus. Mais c'est encore en effet beaucoup de temps et d'investissement, hein, tout ça. De nouveau, l'autre mauvaise nouvelle de cette fin d'année, c'était que nous, on pensait que parce qu'on cotisait au FIFPL, donc le fonds pour la formation des professionnels, et que cette formation était universitaire, il n'y avait pas vraiment de débat, tu vois. Je me suis dit, bah c'est une formation reconnue, nous on cotise, on va bien nous aider avec les fonds sur lesquels on cotise à financer cette formation, comme ça a toujours été le cas pour mes masters et mes DU. Ça paye jamais toute ta formation, mais ça paye une partie. Et en fait là, de nouveau, réponse administrative complètement opaque qui nous a dit oui, non. En gros, c'était ça. Ouais. Oui, non, cette formation, on vous aidera pas à la financer. On n'a pas retenu votre dossier parce que le thème ne nous paraît pas être dans les priorités de l'année. C'était un truc comme ça. En gros, le thème n'était pas validé par le FIFPL. Donc, à nouveau, écoute, pas dramatique. On a avancé et on avance toujours. Mais c'est vrai que quand tu pensais pouvoir être aidé un peu, bah voilà, là, de nouveau, le diplôme universitaire de méditation et neurosciences, en tout et pour tout, je pense que ça va nous demander au moins 4 000 € chacune. Ouais. Si on compte... oui, au moins 4 000 €. Au moins 4 000 € chacune. Et du coup, bah voilà, de nouveau investissement, de nouveau pour faire des soins sur lesquels, même quand t'as tous ces diplômes-là, de toute façon, tu fais pas de dépassement d'honoraires parce que c'est de la respi et que tu peux pas te permettre de le faire. Donc...
Voilà, bon écoute, c'est pas grave, on a quand même des trucs à aller apprendre de ce côté-là, mais ça faisait partie de la fin d'année un peu fatigante économiquement, mais ça va. Quoi d'autre pour vous dire? Bah quand même, ok, bon bah la bonne nouvelle, moi c'est le truc qui s'est le mieux passé de mon côté cette année, c'était la création de la bulle formation, donc la société de formation. Donc là c'est la création complètement d'une autre société, il faut créer ta SAS, blablabla. Administrativement ça m'a pris 3 mois, et puis après il faut faire en sorte que ta formation ait du contenu, donc il a fallu que je crée un 200 heures pour diplômer des professeurs de yoga, et franchement 200 heures de formation, ça aussi c'est un boulot, de l'espace à fournir. Donc j'ai bossé ça énormément en début d'année dernière, et puis la première formation à laquelle a participé Océane, qui est maintenant professeure de yoga, c'était en août, et elle a été majeure de promo d'ailleurs, je peux vous dire. Et c'est même pas parce qu'elle est pistonnée, elle était vraiment juste trop forte, et depuis elle enseigne et elle est juste trop forte. Et c'était ça pour le coup vraiment, enfin, je vais pas passer mon temps tout le temps à me plaindre, c'était une chance infinie. Les gens qui ont participé à la formation étaient individuellement incroyables, mais la symbiose entre tout le monde et la dynamique de cette formation, moi c'était largement au-dessus de mes attentes. J'ai pris vraiment énormément de plaisir à faire ça, c'était un mois d'août incroyable. Donc là je refais ça en février, la formation est de nouveau complète, ce qui est une chance folle, et où j'espère que ça va être tout aussi bien. De toute façon, il y aura évidemment aussi un épisode sur débrief de la formation, de cette formation, de comment devenir prof de yoga, ce que c'est, ce qu'on peut y apprendre, ce qu'on peut, nous en tant que kinésithérapeute ou pas kinésithérapeute, comment on en sort. Il y a Camille qui travaille avec nous, qui a fait cette formation aussi. Là, il y a des futurs profs de yoga qui arrivent là en février. Donc clairement, un épisode, voilà, c'était clairement. Enfin, ça fait partie des moments où on n'est vraiment pas la même personne quand on a fini que quand on commence, et c'est assez rare dans la vie, donc c'est vraiment à mon avis important d'en parler pour que ça donne envie, que ce soit dans une formation comme ça ou peut-être dans autre chose, mais clairement c'est vraiment des avant-après assez incroyables, et ça change vraiment beaucoup même sur la pratique dans notre quotidien. Et pourtant bouger et respirer, on fait ça depuis un petit moment, mais la pratique du yoga avec la philosophie, et enfin voilà, Mathilde elle a vraiment pris le cœur de nous faire pas juste comment faire des beaux asanas, mais vraiment qu'est-ce que c'est que le yoga, et on en ressort grandi vraiment sur tous les plans, donc ça il faudra évidemment absolument qu'on en parle. Après, moi, je suis complètement consciente que l'intérêt de la formation est fait à 50-50 par les gens qui sont dedans. Donc, j'aurai éternellement, je pense, cette petite angoisse avant de commencer un nouveau séminaire en me disant « Oh, j'espère que ça va être bien ». Mais je pense que ça va être bien. Hein. Je découvre aussi que je me sens légitime à faire une formation que si je l'ai entièrement revue, corrigée et agrémentée juste avant. Donc, de nouveau, pour le deuxième séminaire, ça me prend un temps là de fou de refaire... tous les cours, mais en même temps ça me passionne. Pareil pour le syndrome d'hyperventilation, on a créé une formation sur le syndrome d'hyperventilation que je partage avec Marie. On a déjà fait 3 séminaires, une dans une clinique et 2, je crois, en présentiel à la bulle. Là il y a de nouveau un séminaire qui va se faire la semaine prochaine, et ça à nouveau je trouve que c'est hyper fluide et tellement agréable à partager. Et je trouve que ça vaut le coup aussi de donner cette petite note d'optimiste, parce que oui, il y a forcément des gens qui ont l'air de se dire que la bulle c'est terrible, que si on peut nous mettre un peu des bâtons dans les roues tant mieux, et que ça doit pas être bien intentionné, mais il y a aussi beaucoup de gens qui nous soutiennent et qui rien que s'inscrivent à ces formations-là. Moi ça me paraît toujours un peu fou de me dire qu'on communique quand même pas tant que ça sur Insta et compagnie, qu'on se connaît pas, qu'on s'est jamais rencontrés, et qu'ils arrivent dans une formation pour laquelle ils font quand même des kilomètres. Enfin, je trouve que c'est un honneur et une responsabilité, parce qu'il faut pas décevoir ces gens-là, et que c'est trop chouette de leur part, quoi, de faire ça. Donc voilà, la bulle formation, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur. J'ai hâte de préparer des projets avec Océane dans la bulle formation, et ça, je pense que c'est pour 2024. Qu'on puisse faire des séminaires qui nous font plaisir et qui vous font plaisir. Et également, il y aura en 2024 la formation Pédia qui va arriver avec Charles, et la formation Périnéo, toujours en rien avec la respi,
avec Joséphine Bourguignon qui est une kiné remarquable. Donc voilà, il y a de nouveau des projets qui arrivent et ça, fort heureusement pour le moment, ça ne dépend que de nous et on n'a pas d'autorité administrative à aller conquérir sur ce plan-là. Cela dit, là où je découvre de nouveau, ça va être mon prochain chantier, c'est que pour être remboursé pour les gens qui participent à ces formations, moi il fallait que je sois Calliope. On va faire un épisode sur Calliope, à quel point c'est un process... bon voilà, j'ai fait Calliope, je vous raconterai. J'ai été certifiée Calliope, donc pour moi si t'étais certifiée Calliope, les gens qui allaient dans tes formations étaient remboursés. Mais c'est un peu plus compliqué que ça, je découvre qu'en fait il faut que le FIFPL fasse un appel à projet qui correspondent à la formation pour que ça puisse être validé. Donc de nouveau, je sens que je vais rentrer malgré tout dans une logique administrative. Mais écoute, on est rodé à ça maintenant. Et puis on vous fera aussi un épisode très prochainement sur les nouvelles aventures avec la CPAM et comment réagir, quoi faire, qui peut vous aider et quels sont les sujets d'actualité sur la santé respiratoire et les contrôles administratifs sur les gens qui s'occupent de la santé respiratoire, puisque de nouveau le contrôle que je subis à titre personnel à l'heure actuelle est pas du tout quelque chose de personnel et de contre nous, parce qu'on pourrait croire quand on regarde 2023 qu'il y a au moins quelqu'un qui a enfoncé des trucs dans une poupée vaudou à notre effigie, mais non, c'est bien une démarche nationale. Il y a beaucoup de kinés qui sont... Tous ceux qui font de la respi, en fait, sont concernés par ce qu'on subit. Et c'est, à nouveau, assez violent, / décourageant, / révoltant. Mais on va se battre, à nouveau. On aura lâché quelques combats, mais celui-là, je pense qu'on va le tenir un peu. Ça fait pas mal de choses, là, en 2023-2024. Ça va être plus doux, non? En tout cas, on espère. 2024, c'est les retraites... de yoga, c'est mes diplômes, enfin que je valide mes diplômes sur le vin et qu'on puisse aussi s'amuser là-dessus. Non mais écoute, je pense que là on a quand même bien rebrassé toutes nos aventures. On a évidemment d'une année. Tout ça, c'était qu'une année. Ouais, d'une année. On a évidemment des souvenirs incroyables dans cette toute nouvelle bulle. Enfin, que ce soit l'inauguration qu'on a fait avec tous les gens qui nous soutenaient, qui sont venus, et en vrai, on est quand même extrêmement... on le dit évidemment jamais, c'est toujours le moment peut-être d'oser le dire, mais on est quand même hyper fiers de ce qu'on a réussi à accomplir, et on est surtout extrêmement fiers des gens avec qui on travaille. D'avoir la chance de partager notre quotidien avec eux, d'avoir la chance d'offrir en tout cas la chance à certains patients de pouvoir les rencontrer, c'est quand même vraiment un plaisir, et ça vaut bien toutes les petites galères du monde, évidemment, que tant qu'il y aura des gens qui ont besoin de souffle, et tant qu'on aura des gens passionnés autour de nous, ça continuera, et on continuera à s'éclater, et on continuera à avoir de l'énergie pour ça, donc show must go on, hein. Show must go on. Et on vous débriefera aussi ce qu'il y a eu l'année dernière avec les stages et les week-ends à l'ashram, parce que ça aussi, c'est ce qui nous permet d'avoir des petites respirations au milieu du reste. Donc oui, tout ça, c'est cohérent. Les combats qu'on perd, les combats qu'on est toujours en train de batailler, et les rares qu'on réussit, ça trace une histoire et une trajectoire qui semble pour le moment cohérente et qui reste joyeuse malgré tout. Et c'est pour ça qu'on a envie de vous la partager, hein. Si tout ça c'était que des galères et de la tristesse, je pense qu'on mettrait pas un petit micro pour se dire alors on vous raconte tout, parce que ce serait juste du désespoir. Là franchement ça va, on avance, on construit, et on renonce aussi à certaines choses, et c'est des leçons aussi. Donc voilà, 2023, année riche, et 2024 peut-être plus sereine. Et peut-être moins ambitieuse, et c'est bien aussi, hein. Je sais pas, on n'y arrive jamais très longtemps, mais... Tout dépend l'ambition. Ouais, ok, hein, c'est vrai. Donc voilà, en vous souhaitant à vous, en tout cas, une très très bonne année, en espérant que 2023 vous ait été douce, mais que 2024 soit plein de promesses. Et merci beaucoup de nous écouter, et à très bientôt.